Pour notre première table ronde, les aspects sanitaires de la crise, j'invite à monter sur scène Madame Muriel Lévesque, directrice du groupe Corian. Corian, c'est le premier groupe européen de maisons de retraite médicalisées et de soins aux personnes, auditrice la première année du MBA. Le colonel Ludovic Erard, adjoint au commandement de l'Office central de la lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Le docteur Thierry Telfon, médecin urgentiste et transporteur spécialiste en évacuation sanitaire, auditeur de la 5e promo. Le docteur Robert Veil, chercheur au sein du Centre d'immunologie et des maladies infectieuses de Paris, entité affiliée à Sorbonne Université, l'INSERM et le CNRS. Et pour animer cette table ronde, le titulaire de la chaire de droit et d'expertise judiciaire en informatique, monsieur le professeur des universités David Nakache, professeur à Paris 2, Panthéon-Assas, professeur-chercheur à Normat-Sup. Vous avez 45 minutes, nous poursuivrons par une ou deux questions en fonction du temps. Monsieur le professeur, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Et donc pour cette table ronde, nous souhaitons surtout aborder les questions sanitaires liées à la crise. Et donc ce que je vais demander à nos intervenants, c'est à chacun d'évoquer 2 ou 3 points qui lui semblent être véritablement les plus saillants et les plus importants concernant son vécu et son expérience dans cette crise que nous venons de passer. Et puis juste ensuite, après, on va essayer de prendre des questions et essayer d'engager le débat. Donc, je propose de commencer par votre droite, et donc, en fait, notre première invitée de l'Institut Pasteur. Alors, je suis très honoré par cette invitation. Être vigilant et préventif sur les pandémies de demain est primordial. Et lorsque nous y sommes confrontés, une méthodologie doit se mettre en place pour contrôler leur évolution, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc mon intervention portera sur 2 points. Le premier, la période d'observation et d'enquête, pour trouver d'où vient le pathogène, qui est-il, comment diffuse-t-il, quelles sont ses victimes et de quoi souffre-t-elle. La deuxième partie sera sur le mode d'action dont nous disposons, et nous verrons comment sont activées des cellules de crise à l'Institut Pasteur ou dans d'autres instituts. Puis, je conclurai sur une analyse sur les leçons de la crise actuelle. Donc, tout d'abord, à la phase d'observation et d'enquête. Une épidémie ou une pandémie peut avoir différentes causes selon que le pathogène est issu d'un animal, c'est ce qu'on appelle une zoonose, d'une intoxication alimentaire, de bioterrorisme ou d'un accident de laboratoire. S'il s'agit d'une zoonose, des études seront réalisées pour essayer de trouver le réservoir du pathogène et pour trouver les autres intermédiaires. Par ailleurs, il est possible que ces zoonoses soient dues à un changement d'écosystème ou à un réchauffement climatique qui peuvent avoir pour conséquence d'augmenter les contacts humains avec des animaux sauvages ou d'élevage porteurs de maladies. S'il s'agit d'un accident de laboratoire, une enquête sera réalisée auprès du personnel malade et pour connaître la nature du travail du laboratoire incriminé. Dans tous les cas, des études épidémiologiques renseigneront sur la circulation précoce du pathogène, sur la présence de variants dus à des mutations de celui-ci, et si c'est le cas, une traçabilité de la diffusion de ces variants sera réalisée grâce au séquençage de population et à l'établissement de banques de données. Si le pathogène n'est pas connu, il faudra établir l'arbre phylogénique d'où il descend, qui permettra d'identifier sa parenté avec d'autres espèces ou groupes d'espèces. Il est ensuite important de définir si ce pathogène diffuse à d'autres régions ou pays pour que l'OMS puisse parler d'épidémie ou de pandémie. Les conséquences de l'infection sont ensuite importantes à étudier et l'on va se poser 3 questions. La première, c'est le pathogène est-il transmissible ? Il ne faut pas confondre diffusion et transmission. Ici, le contexte est très important. Par exemple, un pathogène peut diffuser avec la promiscuité, comme c'est le cas lors d'un grand événement sportif ou religieux, sans pour autant être très contagieux. Tout le monde a entendu parler du coefficient R, qui mesure le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre moyen de cas secondaires provoqués par une seule personne infectée au cours de sa période de contagion.
Ensuite, on va se poser des questions sur la voie de transmission. Est-elle aéroportée, manoportée, sexuelle? La deuxième question, c'est le pathogène échappe-t-il au système immunitaire? Alors, le système immunitaire est comme une petite armée interne qui est là pour nous défendre contre une agression extérieure, mais il se peut qu'il soit inefficace s'il n'a pas de mémoire immunitaire, c'est-à-dire s'il n'a jamais vu le pathogène ou un pathogène de la même famille capable de lui donner une immunité croisée, ou bien s'il est débordé par la trop forte charge de pathogène, ou si le pathogène est responsable d'un déficit immunitaire. La troisième question sont quelles sont les conséquences cliniques? Est-ce que le pathogène est mortel? Alors, il faut bien comprendre qu'on est tous infectés par de très nombreux pathogènes, mais nous, on va s'intéresser uniquement à ceux qui donnent des maladies, qu'on va appeler Covid-19, SIDA. Et cette étude clinique est essentielle pour suivre l'évolution de la maladie et de sa transmission. Alors j'en arrive maintenant à la deuxième partie de mon intervention. Quels sont les moyens dont on dispose? Comment la crise est gérée dans des instituts de recherche comme l'Institut Pasteur ou le Centre d'immunologie et de maladies infectieuses où se situe mon laboratoire? L'Institut Pasteur est une fondation privée française à but non lucratif qui se consacre à l'étude de la biologie. Et c'est en 1887 que cette fondation est créée grâce à une souscription publique internationale. Et elle porte le nom de Louis Pasteur, son fondateur et premier directeur, qui, comme vous le savez, en 1885 a mis au point le premier vaccin contre la rage. Depuis plus d'un siècle, l'Institut Pasteur est à la pointe de la lutte contre les maladies infectieuses, forte de son réseau international formé de 32 instituts à travers le monde. Lors de l'émergence d'un nouveau pathogène, différents laboratoires comme les centres nationaux de référence, qu'on appelle les CNR, ou la cellule d'intervention biologique d'urgence, la CIBU, vont essayer d'établir la carte d'identité du pathogène. La CIBU a été créée pour répondre à des épidémies, accidents de laboratoire ou bioterrorisme. Elle comporte 4 pôles selon la nature du pathogène incriminé. Le pôle d'identification bactérienne, le pôle d'identification virale, le pôle d'identification des arbovirus, qui sont des virus transmis par des arthropodes, qui sont des insectes comme les moustiques ou les tiques, et puis le pôle de génotypage des pathogènes, qui identifie un pathogène à partir de son matériel génétique. À la CIBU, il y a 2 modes d'intervention. Soit le mode direct, on reçoit les prélèvements et on les analyse, soit le mode indirect, on envoie des prélèvements. En fait, le mode direct, on envoie le personnel sur le terrain, pour faire les prélèvements, soit le mode indirect, où les prélèvements sont reçus par la CIBI. Ces prélèvements sont ensuite analysés dans des laboratoires confinés, sécurisés 24 heures sur 24. À côté de la CIBU, les pathogènes sont analysés dans d'autres laboratoires de l'Institut Pasteur et dans d'autres instituts comme celui où je travaille pour étudier l'épidémiologie des maladies infectieuses, pour mettre au point des vaccins, des traitements, des anticorps monoclonaux, pour étudier les mécanismes fondamentaux permettant la transmission du pathogène et son contrôle par le système immunitaire, pour étudier aussi des cohortes de patients. Au niveau sécurité, le ministère de la Recherche dispose, comme tous les autres ministères, d'un haut fonctionnaire de défense et de sécurité qui coordonne la politique en matière de défense et de sécurité. Et il y a un fonctionnaire sécurité-défense dans tous les organismes et des représentants dans tous les instituts, comme celui où je travaille. Alors, comme le temps tourne, je vais maintenant conclure sur SARS-CoV-2, la leçon d'une crise. Donc, la pandémie que nous traversons a montré les forces et les faiblesses de nos institutions de recherche. En ce qui concerne les forces, à partir de prélèvements des premiers cas confirmés en France, l'Institut Pasteur a séquencé le génome complet de SARS-CoV-2 et a réussi rapidement à le mettre en culture grâce au Centre national de référence des virus des infections respiratoires. Et cette première étape, elle est essentielle pour que nous, on puisse travailler sur ce virus, pour mettre au point des vaccins, pour mieux comprendre la pathogénèse du SARS-CoV-2 et aussi pour mettre au point des tests de dépistage. Cette crise, elle a permis de mobiliser rapidement des chercheurs dont les champs d'investigation n'étaient pas forcément de lutter contre les maladies infectieuses, comme par exemple mon laboratoire, et d'établir rapidement des collaborations. Donc mon laboratoire a par exemple collaboré
avec le CEMIPAI et l'IRIM à Montpellier, dirigé par Delphine Muriot, pour mettre au point un nouveau médicament de SARS-CoV-2 et qui est toujours en cours d'étude. De nombreux congrès en visioconférence ont permis de continuer les collaborations en période de confinement. Le grand gagnant de la crise, vous le savez, c'est l'épidémiologie. Ces recherches ont permis de mieux comprendre l'origine de la pandémie et c'est très récemment que l'Institut Pasteur du Laos a identifié un virus proche du SARS-CoV-2 chez la chauve-souris. Ces études épidémiologiques permettent de mieux comprendre les facteurs de risque de développer la Covid, les populations à risque, les régions à risque, les endroits à risque. Et ce sont ces études qui ont permis à la France d'être un pays où les écoles ont le moins fermé. Enfin, ces études ont permis de prédire, vous l'avez vu, la survenue et l'évolution des vagues d'infection. En ce qui concerne les faiblesses, la mise au point de vaccins en France est retardée. L'on peut se demander si le gouvernement finance assez les biotech, qui sont largement les grands gagnants de la crise, notamment aux US et en Allemagne. L'Agence nationale de recherche, ANR, a été dotée d'un budget de 15 millions d'euros pour créer des financements d'urgence flash Covid, mais c'est largement insuffisant. Globalement, il y a un manque de financement pour la recherche sur les virus émergents, et notamment sur le long terme, ce qui nous permettrait de garder notre expertise. Il n'y a pas assez aussi d'embauches en infectiologie pour les jeunes postdocs et ingénieurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, dans l'intérêt du temps, on va passer tout de suite au prochain intervenant, qui va, pareil, nous donner sa vision et ses points. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis honoré d'être invité à parler ce jour. En tant que médecin urgentiste, je dirais plutôt de terrain, j'ai beaucoup réfléchi sur ce que j'avais à dire sur ce sujet de crise totale, parce qu'elle a touché tout le monde et à tous les niveaux, et notamment et principalement au niveau humain, avec toutes les conséquences que ça a eues et que ça continue d'avoir et que ça va continuer de faire. Donc j'ai retenu deux plans de réflexion face à cette situation de crise sanitaire déclarée il y a maintenant presque 2 ans. J'ai vu sur le terrain, en tout cas confronté avec la réalité, le problème du patient qui, au niveau des urgences, n'a pas toujours mérité, en tout cas, le respect en tant qu'humain dans la sélection des admissions, qui ont été assez rigoureuses, sachant que lors du premier confinement, il faut savoir que l'activité au niveau des urgences, en tout cas personnellement, je n'ai pas exercé à Paris, je exerce plutôt dans un hôpital plutôt périphérique, principalement à Nevers, qui est quand même une petite ville régionale conséquente, bien équipée. C'est vrai que l'activité aux urgences pendant le confinement dur, l'activité a été extrêmement réduite. Donc, du fait que les gens étaient conviés à rester chez eux, pas forcément faciliter les soins nécessaires, tant concernant le Covid que les autres, qui représentaient, semble-t-il, beaucoup plus que le problème du Covid. Donc ce plan de respect du patient ne m'a pas semblé bien respecté. Il n'y avait pas, concernant ce respect, il n'y avait pas du tout, en tout cas, l'attention et l'écoute appuyée nécessaires pour faire la part des choses, du caractère urgent ou pas. En tout cas, il faut reconnaître que, hormis Paris et la région parisienne, qui bien entendu est très habitée, avec des hôpitaux aux capacités plus importantes que dans les hôpitaux périphériques, l'activité à ce moment-là, et continue d'ailleurs de ne pas être très élevée, si ce n'est que depuis la levée du confinement dur, les gens se redéplacent, en sachant qu'il n'y a pas de limitation, fort heureusement en tout cas, d'admission aux urgences.
notamment concernant le pass sanitaire qui est imposé pour ceux qui veulent rentrer par les portes d'à côté. Aussi bien pour nous que pour le patient d'ailleurs, l'information qui circulait concernant cette épidémie, pandémie, n'a jamais paru extrêmement claire ni compréhensible. De par les décisions d'un côté concernant les masques, qui au départ ne servaient à rien et qui ensuite ont été imposés depuis maintenant bientôt 2 ans, sans explication. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai pas trouvé, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé de publication qui permettait de le justifier de manière scientifique. Par contre, il y en a beaucoup d'autres qui sembleraient montrer le contraire. Donc, concernant les masques, ça a été aussi un problème pour beaucoup de gens, pour se les procurer, parce qu'on leur a dit qu'il en fallait. Au niveau des services, fort heureusement, on était équipés, c'était le principal. Et en fait, concernant les patients, le but du médecin, enfin en tout cas c'est mon opinion, le but du médecin est avant tout de rassurer plutôt que d'inquiéter. Et il semblerait quand même que les diverses contradictions n'aient pas aidé les gens à prendre des bonnes décisions et à appeler quand il fallait. Par ailleurs, je pense que le monde médiatique n'a pas contribué, en tout cas, à rasséréner l'ambiance. Concernant les soignants, en fait, aussi méritent autant que les autres le respect, aussi bien du patient que des autorités supérieures. Il a été, suggéré de taper la gamelle tous les soirs à 20h pour les remercier. Sur le terrain, je ne pense pas que le personnel soignant ait particulièrement apprécié ce geste, sachant qu'ils font ça toute l'année et qu'ils ne demandent pas de reconnaissance particulière, si ce n'est le travail bien fait et les heures passées et l'énergie dépensée. Là aussi, que ce soit pour le patient ou pour le personnel soignant, que ce soit infirmier, médecin, ambulancier, tout ce qui contribue à la santé, n'ont pas bénéficié non plus d'une information directe, si ce n'est des conseils qui sont donnés à tout le monde, gestes barrières. Sur le plan médical et scientifique, on n'a pas bénéficié d'informations extrêmement constructives qui permettent de pouvoir mieux appréhender le problème qui venait. Sur le plan structurel, il y a eu, semble-t-il, sur Paris, la région parisienne, un manque énorme de lits. Il ne semblerait pas que ça a été exactement la même chose, en tout cas dans l'hôpital où je travaillais. Et je ne pense pas qu'il soit l'unique en France à avoir souffert du manque de lits. Il est vrai que, comme chaque année lors des périodes grippales, les services de réanimation sont toujours débordés. Chaque année, quand il y a une épidémie de grippe, ils sont toujours débordés. Personnellement, en hiver, plus qu'à d'habitude, ils sont débordés. Ils ont pas, enfin personnellement, je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient monstrueusement débordés, sans avoir de réelle nécessité de transfert de malades vers d'autres hôpitaux, sachant que tout le monde était à la même adresse. Concernant le matériel, je n'ai pas vu non plus... mais là, c'est une comparaison qui est difficile à faire avec Paris et la région parisienne. J'ai pas constaté dans mon entourage, au niveau des équipes, d'un manque de matériel particulier, si ce n'est les manques habituels, que ce soit en période épidémique ou pas.
Il y a une chose peut-être à regretter, en tout cas lors du confinement dur, c'est que les cliniques, semble-t-il, n'aient pas été sollicitées, y compris en région parisienne, Paris. Elles n'ont pas vraiment compris pourquoi, d'un côté, les hôpitaux étaient absolument débordés, ce qui il l'était, certes, mais pas au point a priori de devoir faire appel aux cliniques. Et pourtant, il y avait une contradiction entre cela, en sachant qu'au niveau hospitalier, il y avait l'obligation de bloquer beaucoup de lits dans les services pour le Covid, et que, globalement, un grand nombre de lits n'ont pas été occupés. Et travaillant aux urgences, je peux dire que quand arrive un grand nombre de personnes qu'il faut hospitaliser, on ne peut pas les accueillir, on ne peut pas les héberger, on ne peut pas les hospitaliser, et c'est un gros problème. Et je pense que les urgences ont beaucoup souffert sur ce plan-là. C'est un problème chronique, mais qui ne s'est pas arrangé à cette époque-là. Les cabinets médicaux auxquels on fait appel tout le temps, les patients, là aussi en période de Covid dure, ne se déplaçaient pas. Beaucoup de médecins d'ailleurs avaient fermé leur cabinet, faute peut-être de patients et le faute que les gens ne puissent pas se déplacer ou n'osaient pas se déplacer. En notant aussi que, ayant fait aussi de la régulation SAMU, le nombre de cabinets médicaux libéraux est en train de fondre comme neige au soleil, sachant qu'il y a pratiquement plus d'installations et que ceux qui restent atteignent à la limite d'âge, si ce n'est la maladie, c'est la retraite qui les atteint. Donc les gens ont de plus en plus de problèmes pour trouver un médecin, pour contacter leur médecin, avoir une consultation avec leur médecin, et se retournent donc pour des raisons de médecine générale, se retrouvent aux urgences. Et là aussi, c'est une raison de souffrance très importante au niveau des urgences, quelles qu'elles soient, condamnés à faire de la médecine générale au détriment des gens qui nécessitent une intervention d'urgence. Voilà. Concernant les pharmacies, je ne suis pas pharmacien, mais on a été confronté pendant de nombreux mois à, je dirais, des difficultés énormes pour les patients à se fournir en masques, sachant que les pharmaciens n'étaient pas livrés ou de manière parcimonieuse et uniquement pour le personnel soignant. Donc, ça a été aussi un gros problème, de même que pour certains traitements qui ont été contestés, voire interdits, et qui n'étaient pas disponibles, qui auraient pu être éventuellement utiles. C'est un peu mon retour d'expérience sur le terrain. Je pourrais développer. Je n'ai pas de chiffres, ce n'est pas nécessaire. C'est la réalité que j'ai vécue. Elle n'est certainement pas la même que celle de Paris, la région parisienne. C'est beaucoup plus difficile à superviser et surtout à maîtriser les tenants et les aboutissants. Mais j'ai un petit hôpital régional comme ça, permet d'avoir une vision un peu plus concise et générale. Donc ma réflexion face à la crise concernant le décideur, sachant que la gestion de crise appartient aux décideurs, ce serait d'avoir un certain nombre d'avantages de conscience personnelle et éclairée de la situation, et surtout le partage en équipe pour mieux appréhender la crise et trouver les éléments de réponse à cette crise. Là aussi, on n'a pas l'impression, en tant que personnel soignant sur le terrain, d'être à la fois écouté, interrogé, et avec une possibilité de pouvoir s'exprimer sur les réels problèmes auxquels on est confronté.
je pense que c'est un peu contradictoire avec les solutions à apporter pratiques au niveau des hôpitaux. Donc en conclusion, je dirais que l'esprit du décideur serait avant tout un esprit d'ouverture, d'analyse et de synthèse, une écoute sincère et un échange constructif avec l'autre, une résilience, bien entendu, un savoir aussi délégué à l'autre et à bon escient, savoir communiquer, préserver une indépendance dans la prise de décision finale, en sachant que ça devient extrêmement difficile, puisqu'il y a toujours des autorités supérieures qui dictent, et il est toujours difficile de même échanger pour pouvoir éventuellement suggérer des solutions complémentaires, ne serait-ce que complémentaires. Et enfin, je pense que, quelle que soit la décision, il faut ensuite en assumer la responsabilité et la responsabilité. Et bien entendu, d'être en capacité de justifier toutes les décisions pour pouvoir rendre compte. Je dirais que c'est un retour d'expérience qui mérite d'être peut-être discuté un peu plus. Donc je vous laisse libre de poser des questions plus tard si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Donc après le chercheur, le médecin, nous allons écouter le gendarme pour savoir en fait quel était l'impact et quels sont les points saillants qu'il a vus dans cette crise. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Justement, quand on m'a demandé d'intervenir à cette table ronde, pour plagier un peu le poète, je me suis dit qu'allait-il faire en cette galère pour parler des faits sanitaires, alors qu'il aurait été peut-être plus naturel de s'intéresser aux sécuritaires. Quoique, en définitive, je crois que c'était plutôt judicieux, puisque je vais essayer en quelques mots, sur 2 points, comprendre la crise et agir, de montrer que notre action, au sein du ministère de l'Intérieur et la gendarmerie, et plus spécifiquement le CLAESP, puisqu'on traite de santé publique, était tout à fait complémentaire de la crise qui naissait, de la confusion qui a régné pendant quelques mois, pour reprendre les propos du professeur Chéniaud, de cette crise dont a parlé le directeur général de la gendarmerie nationale, qui a amené à réfléchir autrement, à créer un centre national des opérations et à s'organiser différemment. Alors évidemment, à l'écoute des 2 intervenants précédents, je n'aurai aucune prétention sur la partie scientifique, que ce soit sur le virus ou la manière de le gérer médicalement. Mais comme tout le monde, nous avons d'abord regardé, et peut-être un peu avant tout le monde, c'est le rôle d'un office central, nous avons été amenés à nous interroger, puisqu'il y avait des premiers facteurs qu'on voyait apparaître dès le début de l'année 2020. Tout s'est accéléré, et dans le rôle d'un office central, nous sommes là pour informer, renseigner. Donc ça, c'est la compréhension de la crise. Il a fallu passer cette phase de doute en se disant c'est pas si grave que ça. Ça, c'était la phase de confusion, pour être au pied du mur et comprendre que c'était vraiment grave, et continuer à travailler différemment, et surtout à apporter ou à tenter d'apporter au fur et à mesure des connaissances, des éclairages, voire des solutions. Comment s'est traduite cette phase de compréhension ? Elle s'est traduite d'abord par ce qu'on fait habituellement dans un office central, c'est-à-dire du partenariat. Donc avec, au sein du ministère, mais aussi avec les autres ministères, ministère de la Santé, ministère de la Transition écologique, qui était assez intéressé, mais aussi à l'international, soit avec des instances policières. Europol, qui normalement fait de la criminalité organisée, s'est intéressé au virus assez rapidement, et aussi avec, à l'international, du bilatéral, avec des pays qui étaient touchés avant nous, comme les Italiens, qui nous ont apporté pas mal de connaissances. Cette compréhension, comment s'est-elle traduite ? Très rapidement, dans une dynamique de la direction générale qui avait créé une opération qui s'appelait IJ, donc une prêtresse antique, dans lequel la direction générale a emmené toute son action, et peut-être même un peu plus largement que la direction générale, que ce soit celle du gendarme du quotidien, avec le CRASIS dont vous parliez,
Masque, pas masque, faut-il être près, loin du citoyen quand on lui parle, on n'ouvre pas, comment télétravail, pas télétravail. À la gestion de la crise, c'est que quoi qu'il arrive, il faut que ça passe. Et il faut que ça continue à avancer, et il faut qu'on contribue, qu'on apporte justement notre pierre à l'édifice, certes à la sécurité publique, à la paix publique, mais pour que tous les atouts soient mis du côté du pays pour vaincre cette crise, et non plus vaincre cette confusion. Donc ça s'est traduit, cette compréhension, par des notes qu'on envoyait quotidiennement, qui faisaient les synthèses de ce qui se passait, de ce qu'on entendait, de ce qu'on voyait, des notes prospectives. Je reconnais qu'on a été assez fiers de voir que le ministre de l'Intérieur avait annoté plutôt positivement dès le mois de mai-juin, quand on parlait des problèmes qu'il allait y avoir sur les vaccins. C'est quelque chose qui avait été identifié, alors pas seulement que par nous, mais qu'on avait pu synthétiser en disant « Attention, il va y avoir des difficultés sur les vaccins ». Il a fallu aussi comprendre que, alors dans le métier de gendarme, policier, c'est quelque chose qu'on a dans notre grille de lecture, mais que derrière cette crise sanitaire, la délinquance, les délinquants, les malfrats, qu'ils soient français, de proximité ou transnationaux, allaient s'engouffrer. Donc dès le premier mois, par exemple, nous mettions la main sur un escroc international qui vendait des faux tests et déjà des faux vaccins. Et en l'espace de quelques semaines, on lui a saisi l'équivalent de plus d'1 million d'euros de bénéfices qu'il avait déjà fait en quelques semaines sur cette crise que vivaient les citoyens. Tout ça, je rebondis encore sur ce que disait notre directeur général, tout ça par voie Internet et par les différents sites, même pas en darknet, mais en Internet officiel. Il a fallu comprendre, mais je le disais aussi, agir. Donc j'ai déjà commencé à parler d'agir par les enquêtes judiciaires. Ces enquêtes, dans le cadre d'une crise sanitaire, on a eu le sentiment de contribuer justement à la réponse sanitaire. Parce que si on laissait les gens aller vers des charlatans, des faux tests, des fausses réponses, des médicaments de parlimpinpin, autres charlatans, on rajoutait un autre problème sanitaire à la crise sanitaire. Quand des pharmaciens se mettent eux-mêmes à faire des poudres de perlimpinpin dans leurs officines et à les vendre sous le manteau, je ne parle pas de pharmaciens qui ont essayé de trouver des solutions, je ne parle pas du gel hydroalcoolique. On a mis en garde à vue, quand je dis nous, c'est Oclès, mais aussi les services gendarmerie, police ou les douanes qui ont détecté aux frontières des passages. Il y a eu des pharmaciens qui ont profité de ce trouble pour vendre des médicaments qui n'en étaient pas. Quand certains groupes un peu sectaires, à dérive sectaire, se mettent à dire tout et n'importe quoi pour proposer des solutions issues de leur méninge pour vaincre le virus, quand on arrive à les détecter, à informer, à alerter, à envoyer des notes d'alerte à nos services dans nos régions de gendarmerie, dans les directions départementales de sécurité publique, dans les services partenaires du ministère de la Santé et autres de renseignement, qu'il y a des groupes sectaires ou à dérive sectaire, comme on dit désormais, à tendance sectaire, qui profitent de la crise là-dedans, on a le sentiment de contribuer, d'une certaine manière, à faire du sanitaire en creux. Pas directement, évidemment, comme les hommes de la science. Donc voilà. Ce point est important, ces deux points sont importants, comprendre et agir. Et cette compréhension et cette action, comme je l'ai dit, elle se met dans une dynamique. Un office central comme le CLES, qui traite de santé publique et d'environnement, je ne raborderai pas ce point-là, mais vous sentez bien que c'est très lié, hein, depuis le temps qu'on en parle, quoi qu'on n'est plus vraiment sûr du pangolin, montre que la crise sanitaire, la résolution sanitaire n'est pas seulement que médicale et scientifique, elle est avant tout médicale et scientifique, mais elle est globale. Et là encore, très facilement, je me raccrocherai à ce que disait le directeur général et monsieur le professeur Chéniaud. La crise, elle est globale et chacun, par son action, va contribuer à résoudre ou à apporter une pierre de résolution à cette crise. Alors maintenant, on a l'impression d'en parler en passé, mais en fait, elle est toujours là, la crise. Et le service auquel j'appartiens, j'en suis le commandant en second, continue à être dans cette crise. Avec les évolutions dont a parlé le directeur général, la création d'un centre national des opérations, qui maintenant donne des directives nationales de manière dirigée, orientée à toutes les unités de gendarmerie, mais aussi en faisant appel, je me tourne vers les généraux de l'EOGN,
général Boyer ancien et nouveau général Vitouzé, puisqu'on a fait appel au centre de recherche de l'EGN pour faire travailler une équipe de chercheurs justement sur la biosécurité. Vous voyez, on en est très proche de la crise sanitaire. Comment l'homme avec un grand H se retrouve au milieu de cercles concentriques et qui concernent la santé, son environnement, la biodiversité. Ça, ce sont des réflexions qui nous ont été amenées par cette crise sanitaire et qui sont toujours amenées par cette crise sanitaire. Là, on parle des vaccins. Actuellement, nous sommes en plein dans les vaccins. Pas plus tard qu'hier, j'étais à la JUNALCO, donc la Juridiction nationale de crime organisé, pour parler avec une section de recherche aux magistrats de trafic de passes sanitaires. Là encore, on fait du sanitaire sans être médecin ni scientifique, mais en luttant contre ce trafic de passes sanitaires, on contribue justement aux éléments sanitaires de cette crise, en faisant en sorte d'éviter ces écarts. Il faut savoir que là encore, les délinquants, la passe sanitaire, vous l'avez tous entendu dans les médias, c'est entre 250 et 400 euros pour avoir le pass. On est sur des gens qui ont fait 8-10 000 passes. Autant à notre porte sur nos territoires qu'à l'étranger, sur des groupes criminels russophones, par exemple, qui font d'autres méfaits, mais qui se sont engouffrés grâce au darknet, grâce au net, grâce à Internet, dans ce pan des faux passes sanitaires. Et on a bien compris qu'avec la 3e dose qui est maintenant demandée, proposée, bientôt imposée, pour continuer à lutter contre la pandémie, ce trafic des passes sanitaires, il a de beaux jours devant lui. Et ces passes sanitaires, notamment, comment les malfrats arrivent à en trafiquer par milliers, par l'intrusion dans des systèmes de traitement automatisé de données. Donc on revient à cette crise cyber, à ce virus dont il a été fait part précédemment par le directeur général et par monsieur le professeur Chéniaud. La boucle est un peu bouclée, si vous le permettez. Ils sont passés par les systèmes informatiques et donc la robustesse des systèmes informatiques pour éviter justement de déséquilibrer l'État et les systèmes en place. Ça pousse d'ailleurs d'autres réflexions. En conclusion, ce travail en collaboration qui est primordial parce que, et on ne peut pas leur reprocher, sous le signe de l'urgence, les systèmes de l'assurance maladie comme la CNAM et autres ont dû créer des process pour les passes sanitaires, mais sous le signe de l'urgence, il était difficile de colmater toutes les failles potentielles de sécurité. Mais les malfrats n'ont pas mis longtemps à les trouver, ces failles de sécurité. Ils sont toujours bien plus en avance que nous. Voilà, je m'arrêterai sur ce point-là, que je livre à votre réflexion. Mais donc, en définitive, le gendarme, et plus largement celui qui traite d'ordre de paix publique, fait aussi, sans le savoir, et sans être médecin ni scientifique, du sanitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre 4e intervenante, Madame Lévesque. Alors, quelles sont vos réflexions sur ce sujet-là? Quels sont les 2 points que vous pourriez développer? Alors, c'est très confortable de passer après ces messieurs parce qu'on a énormément de points communs sur les différents sujets. Effectivement, je me suis posé comme vous la question en tant que représentant de la sûreté pour Corian de venir intervenir sur les sujets sanitaires d'une crise totale, ce que ça voulait dire, une crise totale, évidemment. En 2 mots, pour vous, si vous n'êtes pas familier de Corian, on est effectivement premier groupe européen, maison de retraite, clinique, soins à domicile, donc 4 activités majeures. C'est 550 000 à peu près patients résidents par an sous notre responsabilité. C'est également 55 000 salariés sur 7 pays en Europe. Donc la crise Covid, quand elle démarre, pour nous, c'est l'Italie qui est le leader, puisqu'on est implanté là-bas et que ça se déclenche de manière brutale et violente.
en Italie. Donc, de suite, évidemment, on fait ce que fait tout acteur responsable. On met bien évidemment les dispositifs de gestion de crise en place et on envisage les différentes hypothèses comme ça doit être. Donc, on envisage éventuellement les masques, on envisage les dispositifs en place, la coordination, les états-majors. Et puis, au bout de 5 jours, tout ça est balayé. Balayé par des mesures de restriction, par des mesures qui sont complètement disruptives, de confinement, totalement inattendues, des pays à l'arrêt. Donc on a fait ce qu'on devait faire, on a réinventé énormément, on s'est adapté très fortement. On a même envisagé, je dis ça en présence d'éminents représentants de la gendarmerie, évidemment. On a envisagé des go fast de masques, puisqu'on avait des pays comme l'Italie en pénurie sévère dès le départ, la France qui était mieux équipée en stock. Donc on a vraiment tout inventé pour essayer de soutenir le réseau qui s'est retrouvé dans 7 pays à des temps différents, dans des situations finalement assez différentes pour une crise dite totale. Donc une crise totale, oui, mais une crise vraiment multiforme, avec des perceptions différentes, puisque sur un territoire national comme la France, entre le nord et le sud, la contamination n'était pas au même temps, au même niveau. Des ressentis pour nous de certains de nos salariés qu'on allait beaucoup trop loin. Qu'est-ce que c'était que tout ça? D'autres qui se sentaient totalement en panique parce que la crise les frappait de plein fouet. On a également dû s'expliquer auprès de nombreuses autorités, en Belgique notamment, où on nous a demandé pourquoi on allait si loin avec des mesures de restriction des visites, des mesures de prévention, protéger nos résidents à tout prix, pas forcément comprises dans un premier temps, puis finalement décidées par ces mêmes autorités qui au début étaient très sceptiques. Bref, ce que j'essaye de vous dire en 2 mots, c'est cette confusion. Confusion qui nous a, nous, en tant qu'acteurs privés, même si sur ce sujet sanitaire, on est plutôt traditionnellement habitué à suivre le rythme des autorités, ça nous a obligés quand même, très clairement, à essayer de prendre les décisions dont vous parliez, professeur Chéniaud, pour éviter ce blocage des organisations. Donc, au final, on a eu pour seule obsession, en tant qu'acteur du milieu sanitaire, d'assurer la continuité des soins. Ça a voulu dire quoi? La continuité des soins, chez nous, ça a été reconstruire les chaînes d'approvisionnement et leur sécurité, puisque le masque et un certain nombre d'équipements de protection individuelle sont devenus des Graals. C'était dangereux de transporter des camions de masques. Donc on en est arrivé à s'interroger sur comment faisait-on pour faire des convois de camions de masques. On a mis en place des zones cachées pour réussir à stocker nos masques, parce que vous imaginez bien que dans un établissement, vous n'allez pas stocker des milliers de masques. Et pourtant, en période épidémique, la consommation est complètement folle. On ne peut pas se permettre non plus, à un moment, de dire aux gens de ne pas consommer. Évidemment, il y a l'inquiétude à prendre en compte, la panique, l'absence, et je vous rejoins, d'informations claires sur du bon usage du masque, au début FFP2, puis chirurgical, bref. Donc Korian a eu à cœur, en tout cas, et je pense que ça a été partagé par l'ensemble des acteurs qui ont dû poursuivre en continuité de soins pendant cette première phase, première vague. Donc une reconstruction des circuits d'approvisionnement. Nous, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir des capacités de stock de l'ordre de 70 jours pour anticiper des crises similaires. Ça nous a également demandé de mettre en place des dispositifs, je rejoins un peu ce que vous disiez, d'état-major inédit, avec un dispositif au niveau groupe, bien sûr, mais des vrais états-majors dans chacun des pays. Ça n'est pas naturel pour une entreprise comme Korian, puisque l'essentiel de l'activité est en établissement. Les structures de soutien, de support dans les groupes ne sont pas des structures fortement équipées. On n'a pas énormément de personnel. Donc il a fallu compenser par des dispositifs militaires, entre guillemets, en termes d'organisation, mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc on a essayé de s'inspirer d'un certain nombre d'existants, en termes
de mise en place de dispositifs de remontée d'informations, de réunions régulières, etc. Ce qui semble être évident quand on est dans un univers très sécuritaire, mais pas forcément natif quand on est dans une entreprise qui a pour vocation de s'occuper simplement des personnes sensibles ou avec une autonomie de plus en plus basse, donc qui est notre cœur métier. Là, en l'occurrence, donc on a réinventé ces aspects-là. On a mis en place des dispositifs Vigie-Covid. Il faut vous rappeler qu'au début de cette crise, il était quand même difficile de savoir à partir de quand on devait s'inquiéter. On n'avait pas les tests. Les tests sont arrivés très tardivement. Donc la visibilité est arrivée très lentement. Les standards aujourd'hui sont assez clairs. On sait qu'on a des dispositifs quand on a plus de 4 cas Covid en établissement. On bascule en dispositif de crise. Voilà, donc on a créé tout ça. La crise s'est adaptée. Les standards ont été conçus autour du sanitaire, exclusivement du sanitaire. Un autre élément, vraiment, on parle de sanitaire, qui pour nous est le défi de demain. Et c'est vraiment un des points les plus importants pour nous, mais je pense que c'est partagé, vous le disiez tout à l'heure sur l'aspect médical, c'est que l'humain va devenir vraiment l'enjeu de demain, l'humain de la santé, les soignants. Le sujet pour nous est de pouvoir continuer à assurer ces soins dans un contexte aujourd'hui qui n'est pas encore sécurisé. On est toujours en crise, certes, mais de toute façon, on a un besoin très important d'avoir de plus en plus de soignants, de pouvoir augmenter notre capacité d'absorption du besoin santé. Une entreprise comme Korian, c'est le médico-social, les maisons de retraite, c'est aussi la santé, on parlait des cliniques. Donc c'est un besoin très important de formation, de gens formés à haut niveau, qui viendront renforcer les effectifs aujourd'hui de moins en moins présents. On a une crise actuelle quand même de la vocation, une crise de la motivation de nos gens qui sont épuisés. La charge émotionnelle a été terrible et l'épuisement continue d'apparaître progressivement. Donc on a encore les conséquences avec des stress post-traumatiques, hein, clairement. On a du soutien psychologique qui a été mis en place à pas mal d'égards qui ressemble totalement à ce que peut être un accompagnement de stress post-traumatique. On n'a pas eu énormément de démissions à date, mais on voit qu'on a une crise de vocation avec de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à se projeter aujourd'hui dans le système, en tout cas tel qu'il est. Voilà, donc c'est un témoignage, j'essaye d'être assez bref, synthétique, il y aurait beaucoup à dire. Je serais ravie de répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir. On est l'un des acteurs qui a été le plus impacté, je pense, dans le cadre de cette crise en termes d'activité. On n'est pas le seul, et je pense que nos enjeux sont des enjeux qui ont été partagés par l'ensemble de la population en général. On s'est juste inscrit dans une réalité qui aujourd'hui doit encore évoluer. On est loin d'avoir fini. Aujourd'hui, on continue d'aller sur les vaccinations, qui sont toujours un enjeu. On essaye de faire vacciner, de convaincre. On est devenu un acteur sociétal encore plus fort aujourd'hui qu'hier. Et notre responsabilité est encore plus forte aujourd'hui qu'hier parce que oui, c'est total. Et donc, on ne peut pas travailler dans notre coin. Moi, ce que j'en retiendrai en 2 mots, et j'ai un petit peu débordé, mais on m'avait pris quelques minutes. Donc, ce que je retiens en 2 mots, c'est que pour demain, pour nous, évidemment, l'enjeu, c'est l'exercice, c'est de s'entraîner et c'est d'envisager des scénarios ambitieux pour essayer d'aller un peu plus loin sur l'anticipation. C'est la communication en interne, communication vis-à-vis de nos parties prenantes. On a eu beaucoup d'incompréhensions et de malentendus qui se sont installés parce que la communication a été très difficile dans ce contexte-là, à pas mal d'égards. Et le dernier point, pour moi, c'est vraiment un point qui me tient à cœur et je suis d'autant plus heureuse d'être ici avec vous, c'est ce continuum public-privé. Pour moi, il y a un enjeu très important à ce qu'on puisse s'insérer en temps de paix, dans une communication permanente, des partenariats efficaces et des échanges pour qu'en temps de guerre, on puisse être le plus efficace possible. Je vous remercie.
Merci. Alors, notre animateur m'explique qu'on a tout juste le temps pour une question. Alors, ce que je vous propose aussi, c'est avec l'accord de nos intervenants, si certains d'entre vous ont des questions spécifiques à leur adresser, pour que je puisse partager des emails avec des gens si ça ne pose pas de problème. Et donc, n'hésitez pas en fait à m'adresser à moi ou aux organisateurs un mail pour l'un des intervenants, et puis nous créerons le contact. Alors, on va prendre une seule question. Aussi, nous aurons une pause à l'issue de la deuxième table ronde. Donc, si vous voulez poser une question directement et que je ne la choisis pas dans la salle, n'hésitez pas à revenir vers les intervenants. Donc, est-ce que quelqu'un a une question, malheureusement, une seule et si oui, vous pouvez vous lever. Voilà. En revanche, si vous pouvez garder votre masque, désolé. Et donc, le micro va arriver vers vous et les micros sont désinfectés entre chaque table ronde et évidemment pour les questions-réponses. Déjà, merci beaucoup à tous les intervenants. C'était très clair et très intéressant. Et la question, elle s'adresse à plusieurs d'entre vous. En fait, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a eu un REX partagé entre vous de problèmes de communication, et je pense qu'on l'a tous vécu en tant que particulier aussi pendant cette crise. Est-ce que vous avez prévu, est-ce que vous savez s'il y aura un REX plus large, organisé notamment avec l'État ou avec les différents ministères concernés, justement pour qu'on puisse évoluer tous ensemble? Une réponse rapide. En deux mots, pour ce dont j'ai à ma connaissance, c'est que les autorités nous ont demandé un certain nombre d'informations pour pouvoir organiser leur retour d'expérience, mais on attend de pouvoir partager avec eux sur leurs conclusions et les voies d'amélioration partagées. Donc j'appelle des mêmes vœux que vous les partages sur ce sujet-là, même si je pense qu'on est d'accord, mais il faut que ça se mette en place. Pour Corian. Juste un point par mon petit prisme. Ce REX, ce RETEX, comme on dit, ça a été abordé. Il a déjà été en cours, pour commencer, par la direction générale, puisque le directeur général a dit, un tiers de la direction générale s'est réformé pour se mettre en ordre de bataille en gestion de crise. Ça passe aussi par la communication. Alors là-dessus, je pense qu'un ancien chef du CIRPA pourrait en parler. Il y a des actions répondre présent, par exemple pour la gendarmerie, ça fait partie de notre communication là-dedans. Et ce répondre présent, il a été développé tout au long de la crise, puisque nos gendarmes, ils ont certes prévenu, certes un peu réprimé, voire beaucoup des fois, mis en garde, mais ils sont aussi allés au contact du citoyen jusqu'au bout de nos territoires là-dedans. Après, la difficulté justement de la communication dans la crise, et je ne suis pas un expert de la crise, mais c'est que la communication est souvent passée en deuxième, troisième, quatrième niveau par rapport aux actions prioritaires qu'il faut mener, aux réponses immédiates. Tout dernier point, malheureusement, on est encore dans la crise. Donc je pense qu'il est difficile pour l'autorité, la puissance publique, de faire un rétexte global, alors qu'a priori, on ne sait pas vraiment ce qui va nous attendre demain. Vous voyez, on parle... nous, on envisageait le trafic de passe sanitaire. Je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Je pensais que, sorti de l'été, fin septembre, on aurait fini les passes sanitaires. Je crois qu'on n'a pas fini. Merci Muriel, merci mon colonel, merci monsieur le professeur, merci à nos médecins. Merci à tous nos intervenants. Donc à tous nos intervenants. Je vais faire vite aussi. Pour la deuxième table ronde, les aspects sécuritaires de la crise, j'invite à s'installer le colonel Rémi Février, ancien officier d'active, créateur du MBA, maître de conférence au CNAM. Il est actuellement directeur du pôle d'excellence académique et des relations extérieures du MBA. Madame Claudine Champérache, maître de conférence au CNAM. Monsieur Nicolas Lesseau, président de la société ATAO Uniprotect, auditeur de la 7e promotion. Monsieur Émile Pérez, directeur sécurité d'Électricité de France. Et pour animer cette table ronde, le professeur titulaire de la chaire des sciences politiques et criminelles du MBA, monsieur le professeur Alain Bauer. Vous êtes également professeur titulaire de la chaire de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Monsieur le professeur, nous avons un timer de 45 minutes, malheureusement.
laisse le protocole sanitaire se terminer, qui est la transition heureuse avec la première table ronde. Mesdames et messieurs, il y a 3 manières de savoir qu'on est en pré-retraite. La première, c'est de recevoir le petit document « Préparez votre retraite » quand sonnent brutalement vos 58, 59 ou 60 ans en fonction de votre âge d'entrée dans la vie active. La deuxième, c'est quand vous passez brutalement du statut de Benjamin à celui de doyen d'âge dans une réunion du Conservatoire national des arts et métiers. La suivante, c'est quand vous êtes prioritaire pour la 3e dose. Et enfin, la pire, c'est quand vous passez du statut d'intervenant à celui de modérateur dans un colloque du MBA. Je vais donc aujourd'hui avoir le plaisir de modérer cette table ronde après le management sanitaire de la crise, le management sécuritaire qui précédera le processus de coopération. Et donc vont intervenir dans l'ordre qui m'a été proposé et pas imposé, le colonel Rémi Février, puis Clotilde Champérache, Émile Pérez et Nicolas Lesseau, dans un délai qui va être un peu plus réduit que 15 minutes, eu égard aux enjeux du retard pris dans les épisodes précédents et esqualité de maître des horloges et de doyen d'âge, je vais en profiter. Si quasiment, Émile, quasiment. On va faire comme si, en tout cas, pour vous demander d'aller au cœur des choses qui permettra éventuellement d'avoir un peu plus de questions, quitte à mordre sur la pause qui sera probablement la victime expiatoire de cette situation. Et donc, je commence par le colonel Rémi Février. Tu peux faire ce que tu veux, mais c'est mieux là. Très bien, je fais ce que je veux, mais c'est mieux là. Bon. Alors, je vais commencer par vous parler de ce qui... Enfin, je vais revenir à ce qui a été évoqué tout à l'heure par le directeur général de la gendarmerie et ce qui a été évoqué en filigrane tout à l'heure, c'est-à-dire la cyber. Mais je ne vais pas parler de cyber comme on en parle souvent, à mon grand désarroi, c'est-à-dire la tarte à la crème du petit jeune qu'on connaît depuis 1983 et le fil Wargame qui a fait beaucoup de mal au monde du hacking. Je voudrais parler de choses beaucoup plus sérieuses. Alors, il y a toujours des petits jeunes génies de l'informatique dans leur garage, hein, mais je dirais que c'est, si vous me permettez l'expression, le moins pire. Les crises, ça a été dit, ont toujours été des occasions pour des escrocs de tout poil de profiter de la faiblesse, voire de la désespérance. Mais en matière cyber, évidemment, ça a toujours été le cas également. Par contre, ce qu'on note, maintenant qu'on a un petit peu de recul, on le notait déjà durant la période de confinement, c'est tout simplement que cette crise d'essence sanitaire a été l'occasion de voir un mur invisible tomber. Entendons-nous. Je ne dis pas que les hackers, et notamment les organisations de hackers qui défrayent la chronique régulièrement, sont des enfants de cœur, loin s'en faut. Je ne dis pas non plus que ce sont des humanistes. Je dis que jusqu'à cette crise, les crises sanitaires qu'on avait pu connaître par le passé avaient, alors je ne sais pas si c'était volontaire ou non, si c'était conscient ou non, mais avaient induit une sorte de retenue. On considérait que, y compris chez les hackers, que ce soit hacker d'État, j'y reviendrai, ou hacker mafieux, que la vie humaine avait encore un prix. Avec cette crise, malheureusement, on a vu que ça n'était plus le cas. Les crises précédentes n'avaient jamais induit de la part des hackers, et croyez-moi, quelques années auparavant, ils avaient déjà tous les moyens nécessaires pour pouvoir pourrir la vie des gens, a fortiori durant une période de crise, ils n'avaient encore jamais attaqué des hôpitaux. Or, replaçons-nous dans le contexte. Un hôpital, de tout temps, mais a fortiori avec la crise sanitaire qu'on a connue, était un endroit au sein desquels, de courageux médecins, infirmiers, membres du corps médical se battaient pied à pied contre une pandémie qu'on n'avait pas prévue. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils cherchaient à sauver des vies. C'est déjà admirable en temps normal, mais a fortiori, quand on sait leur engagement, alors je ne parlerai pas de gamelle, comme ça a été dit tout à l'heure par mon ami Thierry, effectivement, mais en tout état de cause, c'était tout à fait admirable. Et en dépit du fait que ces gens cherchaient avant tout à sauver des vies, à éviter que ce virus fasse des victimes supplémentaires, eh bien, un certain nombre de pirates, dans tous les pays du monde, quelle que soit leur structuration, ont décidé de bypasser ce qui restait, si vous me permettez l'expression, d'humanité,
chez les hackers, ou en tout cas chez les pirates, c'est un petit peu différent pour les spécialistes parmi vous, et on considérait que, eh bien, alors que jusqu'à présent, on aurait pu penser que les hôpitaux et les établissements de soins étaient quelque part sanctuarisés durant des crises, a fortiori des crises sanitaires, eh bien là, on a eu un véritable, comme je vous le disais, mur invisible qui est tombé, une rupture de paradigme, comme on le dit dans le monde académique, et finalement, ça a donné l'effet complètement inverse. C'est-à-dire que d'enceinte, on va dire, sanctuarisée, les hôpitaux sont devenus des cibles prioritaires. Pourquoi ? Tout simplement dans une logique pécuniaire. En partant du principe suivant, ce n'est pas en situation de crise sanitaire, s'entend, que des hôpitaux vont refuser de payer des rançons si, à distance, on leur crypte les données. Et vous avez reconnu toutes et tous, j'imagine, la logique du ransomware. Et donc, les hôpitaux, évidemment, dans la plupart des cas, ont payé. Et je vous rappelle qu'en Allemagne, une femme, et c'est la première, malheureusement, victime d'un ransomware contre un hôpital, est décédée puisqu'elle était prise en charge pour subir une opération urgente. Un ransomware a touché le système d'information de son hôpital, qui a nécessité son transfert dans un autre hôpital. Durant le transfert, elle est décédée. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on pouvait légitimement penser, je parle à côté d'une spécialiste reconnue des organisations criminelles, jusqu'à présent, il y avait une certaine retenue. Maintenant, on peut partir du principe qu'il n'y en a plus aucune. On n'est pas dans la structuration criminelle telle qu'on la connaît, ou en tout cas telle qu'on en a une image habituelle. On est dans la cybercriminalité. Et ça ne fait que s'amplifier. Alors, je vous pose une question. Alors, je vous ai parlé, évidemment, des organisations criminelles, cybercriminelles, qui attaquaient les hôpitaux durant la crise sanitaire, durant le confinement a fortiori, dans une logique pécuniaire. Par contre, les attaques qui ont eu lieu contre des laboratoires de recherche qui cherchaient désespérément des vaccins, là, on voit mal, ça peut s'expliquer, mais c'est déjà nettement plus difficile, de considérer qu'il s'agit là d'une volonté purement pécuniaire. Et là, on voit poindre potentiellement un autre acteur qui souvent prend la forme de revendications d'activistes, comme les Anonymous, l'ULSEC et autres, c'est-à-dire tout simplement un certain nombre de services de renseignement. Alors, vous pourriez me demander pourquoi les services de renseignement ont tant investi le domaine de la cyber. Pour 4 raisons essentielles. La première, c'est qu'il serait dommage de ne pas utiliser les opportunités offertes par les nouvelles technologies. La deuxième, c'est que ça minimise le risque de capture d'agents. Capturer des électrons, c'est pas simple. 3, ça évite une mise en cause directe. Vous remarquerez que des experts sérieux n'attribueront quasiment jamais une attaque à un pays étranger. Ils diront que, selon toute vraisemblance, selon toute probabilité, mais il restera toujours des propos empreints de prudence. Et puis, dernier point, les temps sont durs pour tout le monde, y compris les comptables des services de renseignement. Ça évite de payer les billets d'avion et les nuits d'hôtel et la nourriture aux agents qu'on envoie à l'étranger. Plus sérieusement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que ce champ de bataille cyber n'est pas prêt de s'éteindre, ça ne fait que commencer. Donc, j'ai parlé des hôpitaux, pour ne pas être trop long. Je voudrais vraiment insister sur le fait que ce mur invisible est tombé et que dorénavant, y compris dans les cours de management stratégique qu'on dispense dans les établissements d'enseignement supérieur, que ce soit en école d'ingénieur, que ce soit en école de commerce, à l'université, eh bien, je suis persuadé, en ce qui me concerne, que dorénavant, les hackers, au sens large du terme, je ne rentrerai pas dans une typologie, doivent être considérés comme des parties prenantes du monde économique. Et je dirais même peut-être plus précisément comme des parties intéressées, selon les propos de mon ami et collègue Yvon Péqueux. C'est-à-dire des gens dont on ne peut plus faire l'économie de réfléchir à leur capacité de nuisance. Et puis, dernier point, si vous me permettez, quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de mettre en exergue, c'est tout simplement le risque contre les collectivités territoriales. Le directeur général de la Gendarmerie nationale, tout à l'heure, a indiqué que les collectivités territoriales étaient impactées. Quand j'étais encore officier d'active, j'étais affecté en Nord-Pas-de-Calais et je m'occupais de la sensibilisation à destination des collectivités territoriales, des élus locaux, étant moi-même ancien élu local, et j'ai fait ma thèse sur ce sujet. Eh bien, je constate que ma thèse, qui a été faite en 2012, est encore la seule aujourd'hui en sciences de gestion SI, système d'information, qui porte sur le sujet. Et vous n'êtes pas sans savoir que durant la crise, de la même manière que les hôpitaux, les collectivités territoriales ont payé un lourd tribut en matière d'attaque. Or, je vous rappelle,
Alors peut-être peu de gens le savent, mais à minima, je dis bien à minima, une collectivité territoriale doit conserver au nom de ses administrés 17 fichiers concernant des données à caractère personnel. Donc, je pense que si, parmi les enseignements qu'on doit tirer de cette crise sanitaire, il y en a au moins 2 qui sont fondamentaux, notamment en ce qui concerne les services publics, l'État, le gouvernement. C'est tout simplement le fait de sécuriser les systèmes de type SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, c'est-à-dire les systèmes d'information industrielle, qui ont été créés la plupart du temps dans les années 80 à 90, c'est-à-dire à une période durant laquelle on n'aurait jamais imaginé de les mettre en réseau, et donc ils sont très peu protégés naturellement contre les attaques réseau. Et 2, quelque chose qui représente 40% de la commande publique, qui est présent en France à hauteur de 40% des collectivités territoriales européennes, c'est-à-dire notre extraordinaire tissu de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale. Merci. Merci beaucoup Rémi. Et je demande à Clotilde Champérache d'intervenir sur le secteur qu'elle connaît si bien. Oui. Effectivement, ça va un peu prolonger ce que vient de dire Rémi Février, puisque moi, je vais vous parler de la gestion de la crise sanitaire par les organisations criminelles. Alors, organisations criminelles au sens large, c'est-à-dire que je vais aussi bien parler de petits groupes assez peu structurés que de groupes criminels, là, beaucoup plus marqués par la pérennité, comme les mafias. Alors, pour commencer, déjà, une petite remarque, c'est qu'il y a un lien qui est quasiment historique entre crise et organisations criminelles. Les organisations criminelles, en général, aiment les crises, savent parfaitement en profiter. Alors, je ne vais pas faire un historique de toutes ces crises exploitées par les organisations criminelles, mais il y a des aspects des crises qui plaisent, entre guillemets, aux organisations criminelles. Déjà, qui dit crise va dire urgence. Et quand on est dans l'urgence, en général, on abaisse les contrôles. Donc ça, c'est un facteur, un espace déjà qui va se créer pour les fraudes, pour l'expansion criminelle. Qui dit crise va aussi dire failles en général à exploiter, donc des failles qui étaient déjà existantes mais qui vont être amplifiées par le contexte de crise. Un exemple qu'on peut donner, c'est avec la crise sanitaire, on a eu l'impression que l'économie était à l'arrêt. Rétrospectivement, on s'aperçoit que l'économie est repartie assez rapidement, que le commerce international qu'on avait cru aussi totalement bloqué n'est pas si bloqué que ça. Ou en tout cas, c'est la première partie de 2020 qui a été impactée. Dès la deuxième moitié de 2020, le commerce international avait largement redémarré. Et en plus, dans le commerce international, ce qui a été le plus affecté, c'est le commerce aérien et le commerce terrestre, donc les voies aériennes, les voies terrestres, et peu le secteur maritime. Or, le secteur maritime, c'est plus de 90% du commerce international. Donc finalement, l'impact est réduit. D'autant plus que les ports ont tout de suite mis en place des plans de continuité de l'activité portuaire, qui se cumulent avec la baisse des contrôles. Donc le commerce international n'est pas si marqué que ça, et ça a accentué la faille qui est celle liée à l'arbitrage qu'on est obligé de faire économiquement entre la recherche de l'efficience et la sécurité. Souvent, les deux aspects ne vont pas de pair. L'efficience économique, c'est décharger un maximum de containers en un minimum de temps. La sécurité, c'est contrôler les containers. Là, avec les plans d'activité, de continuité de l'activité portuaire, on a privilégié une fois de plus ce qui est déjà privilégié en temps normal, c'est-à-dire l'efficience économique au détriment de la sécurité. On avait déjà à peu près 3% des containers qui sont contrôlés à l'échelle mondiale. Il est probable, alors on communique peu sur ces chiffres-là, mais ça a dû baisser parce que justement les plans sanitaires faisaient aussi qu'on protégeait la main-d'œuvre. Donc, opportunité pour faire circuler des marchandises illégales. Les crises, c'est aussi de nouvelles opportunités exploitées, donc des créneaux qui s'ouvrent. Et là-dessus, les organisations criminelles, je vais vous l'illustrer, sont particulièrement capables d'innovation. En Afrique du Sud, on a même créé un terme pour désigner ces acteurs qui ont été capables de s'emparer des opportunités. Alors, dans l'illégal, parfois aussi dans le légal ou à la frontière, parce que la crise sanitaire va brouiller les frontières. En Afrique du Sud, on parle de Covid-preneurs pour désigner les entrepreneurs qui se sont développés autour de la crise sanitaire. Alors, plus concrètement, pour donner des illustrations, les organisations criminelles, pendant cette crise sanitaire, elles se sont caractérisées par des capacités d'adaptation, de réaction et de conditionnement.
Alors, capacité d'adaptation, c'est tout simplement le fait qu'elles ont réussi à redéployer leur trafic très rapidement et parfois même à les amplifier. Alors, quelques exemples, la traite des êtres humains. Là aussi, on s'est dit, on ne peut plus acheminer des migrants parce qu'il y a des contrôles, la population est enfermée dans les maisons. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la misère économique qui s'est répandue a accentué la part de la population qui est vulnérable. On a aussi eu pas mal d'enfants déscolarisés dans le monde qui sont devenus aussi des proies pour les trafiquants, et une montée de la prostitution, sachant aussi que la prostitution se développe non pas seulement dans les rues, mais aussi sur Internet. Donc, redéploiement des activités et de nouvelles populations touchées. On a parlé des cyberattaques, il y a la dimension où ce sont des entités publiques, des hôpitaux qui sont touchés, mais il y a aussi eu toute l'exploitation du télétravail qui s'est développée. Les cyberattaques sur les télétravailleurs se sont accentuées. L'ANSSI disait qu'en 2020, on a eu plus de 255% d'attaques, en tout cas, qui ont été constatées, sachant que pour 2019, l'ANSSI disait que ça avait été l'année des rançongiciels. Donc l'année 2020 est pire que l'année des rançongiciels. Autre chose, il y a un rapport qui vient de tomber en Italie sur les jeux de hasard. Les jeux de hasard, les salles légales pour ces jeux, quand il y a il y a des jeux sur Internet, mais il y a ceux avec des lieux physiques. Les lieux physiques ont été fermés en grande partie pendant les confinements. Eh bien, ça a fait que la part des jeux de hasard illégaux a augmenté de 50% dans le cas italien. Donc le chiffre d'affaires pour la criminalité organisée en Italie est passé de 12 à 18 milliards d'euros. Et ils pensent que ça va se poursuivre parce que ceux qui se sont déplacés vers l'illégal vont continuer d'aller vers l'illégal. Autre remarque, c'est les stupéfiants. Notamment en France, on s'est un peu trop vite réjoui en disant « ça y est, il n'y a plus de trafic de drogue parce qu'il n'y a plus de deal de rue ». C'est totalement faux. Les filières d'approvisionnement de détail ont été impactées, mais très vite, on est passé sur les colis postaux, avec une explosion des colis et là aussi une incapacité à contrôler ces colis. Le commerce de gros n'a pas été impacté, notamment pour la cocaïne. On a eu des déplacements de population en Amérique du Sud avec les narcotrafiquants qui se sont apparus de nouveaux territoires pour cultiver la coca. Et on a eu aussi développement des nouvelles drogues de synthèse qui peuvent être produites un peu n'importe où. Et on pense aussi que la détresse des populations va favoriser une hausse de la demande de stupéfiants. Je vous disais aussi, il y a une capacité de réaction, c'est-à-dire la capacité de créer de nouvelles opportunités. Le nouveau trafic par excellence, ça a été le trafic de matériel sanitaire, les masques, tout ce qui est protection, gel hydroalcoolique. Là aussi, très rapidement, on a eu un redéploiement avec parfois d'anciens acteurs qui entraient dans un nouveau secteur. La contrefaçon chinoise, qui était dans le textile, a pris d'assaut cette demande de masques. Ce qui a donné lieu d'ailleurs à pas mal d'opérations, notamment au niveau Europol-Interpol, les opérations Pangea, alors qui existent depuis 2008, qui s'intéressent au secteur sanitaire. En mars 2020, on vous disait quand même qu'il y avait 37 groupes de criminalité organisée qui ont été démantelés, 40 000 colis saisis sur 326 000 qui ont été contrôlés, 2500 liens Internet désactivés, sachant qu'en plus sur ces liens Internet qui emmenaient vers des sites pour vendre des produits contrefaits, il y avait souvent aussi des logiciels malveillants qui permettaient de coupler une attaque cyber à cette vente de produits contrefaits. Troisième aspect, le dernier, mais peut-être le plus préoccupant, c'est la capacité de conditionnement qui s'est accrue. Alors quand je dis capacité de conditionnement, c'est lié au fait que les organisations criminelles les plus puissantes savent brouiller les frontières entre l'économie légale et l'économie illégale, qu'elles développent un consensus social et qu'elles vont infiltrer l'économie légale, la perturber. Alors, il y a eu un pan social, c'est-à-dire que les organisations criminelles exploitent un consensus social avec des distributions alimentaires réalisées par des organisations criminelles. Alors là, on est sur le haut du panier des organisations criminelles. Ça a été surtout les narcotrafiquants, El Chapo, qui faisait distribuer les membres du cartel d'El Chapo qui distribuaient des colis alimentaires avec des masques sur lesquels il y avait la silhouette d'El Chapo. Dans certains quartiers défavorisés de Palerme, vous avez le frère d'un boss qui allait distribuer de la nourriture aussi, et on savait très bien qui était cette personne. Les Yakuza ont distribué aussi des masques, du papier toilette, puisqu'il y avait pénurie de papier toilette, donc avec une visibilité clairement affirmée.
Alors pourquoi ils font ça? C'est parce qu'il y a des logiques aussi de vote, d'échange, comme on dit en Italie, c'est-à-dire qu'on va capter des voix. On crée un consensus social qui va se retourner ensuite en potentiel de voix pour les élections, donc conditionner l'économie légale. On a aussi eu tout ce qui est stratégie d'infiltration dans l'économie légale à travers le blanchiment d'argent, donc un des indicateurs de criminels qui a flambé, alors dans les pays qui ont mis en place ces indicateurs-là, notamment l'Italie, c'est l'usure. Il y a eu une baisse des cambriolages, il y a eu une baisse du deal de rue, mais l'usure a flambé parce que vous avez ces organisations criminelles qui parfois sont extrêmement riches, qui ont des liquidités à placer, qui ont comme ça proposé à des commerçants en difficulté, à des entrepreneurs en difficulté, du cash liquide immédiat. Le but, c'est de contrôler ensuite ces secteurs d'activité-là. On a en Italie, là aussi, en 2020, 20 000 entreprises qui ont changé de propriétaire. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément de l'organisation criminelle qui intervient, mais on a énormément de changements de propriétaires, ce qui est préoccupant, ce qui peut permettre de blanchir l'argent, mais ce qui peut permettre aussi de contrôler des secteurs fondamentaux. Je pense au BTP, parce que le BTP, c'est la clé d'entrée ensuite sur le contrôle de la sphère politique locale, capter des appels d'offres. On a aussi quelque chose qui existait avant la crise sanitaire, mais qui, là, devient extrêmement préoccupant, c'est l'infiltration du secteur sanitaire par la mafia italienne. C'est-à-dire qu'en Italie, on peut dissoudre les entités publiques qui ont été infiltrées, alors où il y a des indices, des preuves suffisantes de conditionnement par la mafia. On a déjà dissous en Italie le conseil d'administration d'un hôpital et de 5 entités sanitaires locales, c'est-à-dire des entités qui passent les commandes pour le secteur sanitaire localement. Donc cette stratégie d'infiltration, voilà, cette stratégie d'infiltration dans le sanitaire est extrêmement préoccupante pour l'avenir. Merci beaucoup. Émile Pérez. Tout de suite comme ça. Top. Donc là, on va passer au gentil, puisqu'on a présenté jusqu'à présent tout ce qui pouvait être mauvais en nous affectant. Donc moi, je ne suis simplement que le représentant dans le domaine de la sécurité d'une entreprise. J'ai tout de suite une remarque liminaire. J'étais désolé d'apprendre, mon cher Alain, que c'était toi qui avais qualifié la crise de Total. Parce que tu sais que d'habitude, moi, je parle plutôt d'une crise locale. Pour reprendre les termes du professeur Chéniaud, elle est globale, mais l'expression de la crise, l'expression de la menace, ça tombe toujours quelque part. Et forcément, au niveau local, il faut être prêt à en assumer les conséquences de toute nature. Et ces crises sont soit des plus sophistiquées, soit des plus rudimentaires. Et face à ces crises, les services publics comme les entreprises doivent être prêts en permanence et prêts partout sur le territoire national comme à l'international pour anticiper, pour prévenir ces types d'atteintes. Et la mission de sécurité, qui est la nôtre au sens large du terme, pour assurer mes camarades gendarmes, je dis que je suis un ancien policier, donc tout va pour le mieux. La mission de sécurité qui est la nôtre devient elle-même des plus locales. Et dès lors, il est nécessaire de développer au sein même des entreprises et peut-être même au sein même de nos institutions une véritable culture de sécurité partagée, de renforcer au sein de l'entreprise la coopération, une coopération étroite entre les différentes entités et les différentes filiales, et également de renforcer une véritable coproduction de sécurité avec, quand on est entreprise privée, les services de l'État, mais également avec d'autres partenaires du secteur privé, et cela tant au niveau international, national, que local. C'est important si l'on veut survivre. Quand on appartient à un groupe intégré qui est présent sur l'ensemble des métiers de l'énergie, de la production, à la distribution, en passant par le transport, le négoce, la vente, et ainsi de suite. Quand ce groupe développe des activités de production diversifiée dans le nucléaire, le thermique, l'hydraulique, les renouvelables, éoliennes et autres solaires, quand ce groupe exploite le premier
parc nucléaire, vous voyez, c'est tout à fait naturel de le dire ainsi, parc nucléaire mondial, et qu'il gère plus de 400 barrages, vous voyez les risques qui peuvent en surgir. Quand on a plus de 40 millions de sites clients et 170 000 agents sur l'ensemble de la planète, le moins que l'on puisse dire, quand on appartient en plus à 83% à l'État, c'est que si jamais une crise survient, il est difficile, très difficile d'en échapper, qu'elle soit totale ou qu'elle soit locale. Et cette crise que nous vivons toujours aujourd'hui, nous avons dû la gérer, ce qui est en soi un certain paradoxe. Parce que comment peut-on gérer un trouble ? Nous ne sommes pas là pour gérer le trouble, nous sommes là pour éviter qu'il se produise, nous sommes là pour éviter des conséquences trop négatives, pour minimiser ses effets, et nous sommes là également pour rétablir le plus rapidement possible l'ordre ancien. Donc nous sommes dans une situation de gestion paradoxale et qui nous conduit à mettre en place toute une série de mesures qui vont de l'anticipation à la mobilisation, en passant par une adaptation constante, surtout quand la crise est longue comme celle que nous connaissons. La gestion du Covid-19 au sein du groupe a donné lieu, bien entendu, comme dans toutes les entreprises, à l'application, et quelle que soit leur taille, à l'application des plans de gestion de crise, de continuité d'activité. Notre objectif premier, tout en préservant l'intégrité physique des agents d'EDF, c'était la poursuite de l'activité opérationnelle du groupe dans les meilleures conditions, c'est-à-dire commencer par la fourniture d'électricité. Et pour cela, il a fallu agir de manière immédiate, proportionnée, coordonnée face à une crise qui était, somme toute, assez inédite. Nous avons eu de la chance, ou peut-être nous avons anticipé sans le savoir. Dans le cadre de la première étape de cette gestion rêvée de crise, la préparation à froid, nous avons eu la chance, au-delà des plans dont je vous parlais tout à l'heure, d'organiser un exercice des crises pandémiques qui a eu lieu au mois de septembre 2019. Je vous certifie que nous ne savions absolument rien de ce qui allait se passer quelques mois après. Nous avions mis en place également des dispositifs de travail à distance qui permettaient du jour au lendemain pour nos agents de développer 70 000 connexions sécurisées en transportant leur ordinateur portable chez eux et en restant connectés au dispositif d'EDF. Tout cela, c'est un travail qui a été fait à froid et qui, lorsque nous avons eu les 2 premières alertes par notre présence de nos filiales en Chine et en Italie, nous ont permis peut-être d'aller un peu plus vite et de répondre un peu plus spontanément à la situation qui se présentait à nous. De même que par anticipation ou par esprit de ne pas faire comme les autres, nous avons également constitué tout au long de ces années, alors qu'on parfois nous demandait de les détruire, des stocks de masques. Et nous étions assez bien dotés en stock de masques que nous avons partagés dès que cela a été nécessaire avec les services de l'État et les services hospitaliers qui en avaient besoin. Après cette alerte, il a fallu gérer la crise, et nous sommes toujours dans le système de gestion de crise, mais gérer la crise pandémique alors qu'il pouvait y avoir toute une série d'autres crises sécuritaires et autres. Et donc nous avons séparé en 2 nos dispositifs de crise, en dédiant une partie du dispositif de crise à la crise pandémique de manière permanente et en ayant une alerte systématique et un système de permanence de crise pour gérer le reste. Parce qu'il peut toujours y avoir
des catastrophes naturelles, il peut toujours y avoir des intrusions ou des dossiers sécuritaires à prendre en compte. Tout cela a nécessité effectivement l'implication de tout le monde. Et pour essayer de rentrer dans les délais impartis par notre modérateur, je résumerai en quelques mots. Les clés de notre succès à tous se situent à 3 niveaux. Travailler, je le répète, en anticipation, maintenir un cadre de cohérence en préservant le principe de subsidiarité. Parce que je vous le dis, nous sommes toujours dans du local. Il est bon d'avoir une cohérence nationale ou internationale, mais il est bon de pouvoir adapter tout cela à la situation locale qui n'est jamais la même. Et puis, troisièmement, s'appuyer sur les recommandations, et c'est ce que nous avons toujours essayé de faire, les recommandations des pouvoirs publics. Et nous l'avons fait pas simplement parce que nous appartenons à 83% à l'État, mais parce que c'est nécessaire, et notamment dans des périodes de crise comme celle que nous connaissons. Pour conclure en 3 mots et en un souhait, les 3 mots, je les répète, anticipation, adaptation et mobilisation. EDF est encore dans les têtes et dans l'esprit un service public, et je dois saluer la mobilisation de l'ensemble des agents d'EDF au cours de cette pandémie. Aucune question ne s'est posée pour ceux qui étaient responsables de la production dans les centrales, sur les barrages et ailleurs. Ils sont allés travailler, comme vous l'avez fait, comme dans beaucoup d'autres secteurs, cela a été fait également. Et puis, le souhait, c'est celui de la nécessaire coproduction. Face aux risques, face aux menaces qui peuvent affecter les intérêts de nos sociétés, il est impératif de faire évoluer nos dispositifs de prévention, de dissuasion, d'intervention. Mais il est également indispensable de renforcer nos capacités de maillage sécuritaire à l'intérieur de nos entreprises, de démultiplier ces capacités par un réseautage adapté et un partage total et bien compris de l'information. Au sein de l'entreprise, c'est une nécessité entre les différentes entités, les différents métiers et les différentes filiales. On peut connaître dans une entreprise ce que parfois on peut connaître dans certains ministères où certaines institutions fortes historiquement se confrontent, mais tout le monde va dans le même sens. Et c'est une coproduction que je souhaite ardemment depuis des années entre entreprises et État. Cela passe bien entendu par la complémentarité des mesures prises, mais cela passe également par une confiance renforcée. Et puis les entreprises, et ça sera le dernier mot, doivent travailler non seulement entre elles, c'est ce que nous faisons avec le club des directeurs de sécurité de l'entreprise, mais également avec le monde académique et le monde de la recherche. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux de participer aujourd'hui à cet événement. Nicolas, nous aurons désormais aussi la réponse en positif des opérateurs privés. Merci Alain. Je vais être bref. Et je t'arrêterai très exactement à 2 minutes avant la fin. 2 minutes avant la fin. Bon, on va essayer d'être très bref alors. Peut-être juste en introduction, on a parlé de chance. La chance, il faut en avoir. Nous, le 13 mars 2020, on avait commencé un exercice de crise pour basculer le siège en télétravail. L'exercice a duré plus longtemps que prévu, mais nous a finalement beaucoup aidé. Moi, je vais m'orienter surtout sur les enjeux sécuritaires de la crise du point de vue des acteurs privés de la sécurité. Tout d'abord, peut-être sur la partie amont de la crise, c'est-à-dire ce qui pourrait précéder une crise, puisqu'on a vu qu'on allait en avoir probablement encore de nombreuses devant nous, et parler un peu après des problématiques de gestion de crise en faisant écho à de nombreux propos qui ont été tenus aujourd'hui, et quelques éléments de prospective sur ce qui nous attend peut-être déjà, ou qui est peut-être déjà en cours, notamment en matière de criminalité. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la partie amont, je ne vais pas me focaliser sur la problématique de l'anticipation. Finalement, la pandémie, elle a été largement anticipée. On la retrouve dans le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2018, 2013. On l'a dans les National Intelligence Council américains de 2008, 2004, 2017. On l'a à la même époque en Grande-Bretagne avec une prévision de près de 750 000 morts pour le Royaume seul. Donc on ne peut pas dire que globalement, on avait manqué d'anticipation sur ce type de crise ou de menace ou de risque.
En revanche, là où le secteur privé, qui par ailleurs n'est pas dispensé évidemment de lire les documents auxquels je viens de faire référence, au contraire, là où on a probablement failli globalement, c'est la prise en compte des conséquences. Parce que peu importe l'origine de la crise, on a beaucoup parlé de Signe Noir, qui a été popularisé par l'essayiste Nicolas Nassim Taleb, mais qu'on doit finalement comme expression à Juvénal, donc ça remonte quand même à quelques siècles. Finalement, le signe noir, c'est cette crise, c'est cet événement qui surprend l'observateur, qui a des conséquences majeures et que finalement, a posteriori, on se dit on aurait dû le savoir. Alors, ça correspond assez bien finalement à la pandémie. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Taleb lui-même dit que la pandémie, ce n'est pas un signe noir, mais c'est un signe blanc. Et pour cause, puisqu'il dit que finalement, on le savait et qu'on aurait dû le prévoir et mettre en œuvre bien plus tôt les moyens de contourner cette crise. Et il dit de toute façon, ce type de crise, ce type d'épidémie, il est inévitable, il est la résultante même de la structure de notre monde moderne, et ses conséquences économiques, qu'on a bien vues, seront amplifiées du fait de notre connectivité croissante, et qui a été encore amplifiée justement par la pandémie, et de notre tendance à suroptimiser. En revanche, pour le secteur privé, c'est aussi un rappel, cette crise et ce manque d'anticipation, c'est un rappel brutal finalement d'une théorie, ce qu'on appelle la théorie moderne de portefeuille, qui est plus utilisée, j'en conviens, dans le domaine financier, qui a été popularisée en 1952 par Markowitz et qui lui a valu son prix Nobel, mais que notre Madame Michu nationale qualifierait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à des événements majeurs de type pandémique ou de crise totale, locale ou massive, finalement, la nécessité de l'entreprise privée, c'est d'éviter de se retrouver dans la ligne directrice du cataclysme. Concrètement, ça veut dire la diversification. Or, malheureusement, dans notre secteur, on constate que beaucoup d'entreprises sont devenues des grenouilles gorgées de marchés très importants en termes de volume, mais relativement peu rentables. Et sans rentabilité, on ne peut pas faire face à long terme, on ne peut pas être résilient à long terme. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Parce qu'une crise aussi majeure que la pandémie, elle a deux impacts pour une entreprise privée qui sont finalement assez simples à anticiper. La première, c'est l'incapacité matérielle des équipes de réaliser leur activité. Et la deuxième, c'est la disparition de la demande du client, le besoin. Alors évidemment, la convergence des deux est fatale à beaucoup de secteurs, puisque si vous ne pouvez plus travailler et que vos clients n'ont plus besoin de vous, l'un dans l'autre, vous mettez la clé sous la porte. On a eu finalement la vie sauve pour le secteur grâce au quoi qu'il en coûte mis en place par le gouvernement, Dieu merci, mais le quoi qu'il en coûte, on ne pourra pas le répéter, à mon avis, une deuxième fois. Et donc ces conséquences majeures pour le secteur privé, qui a vu la disparition ou la quasi-disparition sans perfusion massive d'argent public de très grandes sociétés, ça veut dire que concrètement, il fallait mettre en place une diversification des activités. Et la diversification, ça veut dire éviter la spécialisation en outrance sur un secteur de la sécurité privée, mais aussi au sein d'un client en particulier, d'éviter d'être spécialisé dans la même activité. Je vous donne un exemple simple, l'hôtellerie. Si vous travaillez dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, clairement, la pandémie vous met à mal. Sauf si vous avez pensé à faire aussi, au sein de ces mêmes portefeuilles de clients, la sécurité et la prévention incendie. Parce que, paradoxalement, même si les sièges sociaux et les hôtels ont été vidés, la prévention incendie, elle, a augmenté. Puisque les bâtiments étaient vides, le risque incendie a augmenté et le besoin s'est accru. Clairement, si vous travaillez avec des grands de la logistique spécialisés par la vente sur Internet ou avec les data centers, la pandémie n'a pas vraiment été un problème. Ça pourrait l'être demain dans une crise cyber majeure si vous ne faites que ça. D'où l'intérêt justement de cette diversification. Cette diversification, on la connaît en France, on devrait la connaître de manière positive, on la connaît très bien de manière négative, notamment dans les codes de marché public, dans le code de marché public, puisqu'on parle de dépendance économique. Donc on connaît bien le phénomène justement d'être trop dépendant d'un type de client. Donc une des conséquences à prendre en compte pour le secteur privé dans le futur, c'est cette diversification, mais aussi la prise en compte plus importante de bons vieux facteurs nécessaires à la bonne gestion d'une entreprise, c'est-à-dire la rentabilité, l'EBITDA, pour évaluer justement le potentiel réel de la société. Ce qui est intéressant, c'est que si vous croisez l'EBITDA des entreprises du secteur, celles qui publient les comptes, et malheureusement elles ne sont pas assez nombreuses, avec la diversification de leur portefeuille, vous constaterez que celles qui ont une EBITDA supérieure à 0,
on est modeste dans le secteur, et parfois atteignant 5, eh bien, ce sont toutes des entreprises qui ont des portefeuilles diversifiés. Les autres, elles n'ont non seulement pas d'EBITDA, mais elles ont des rentabilités négatives. Alors sur la gestion de crise elle-même, pour faire écho d'ailleurs à ce qui a déjà été dit tout à l'heure par le général Rodriguez, il y a une étude qui a été lancée par McKinsey pendant la pandémie pour analyser finalement comment les entreprises réagissaient et celles qui réagissaient le mieux à la crise. Et je pense qu'on retrouve les mêmes éléments parmi les entreprises de sécurité privée qui ont mieux fait face à la pandémie. En général, ce sont un but commun avec des communications claires, une organisation qui favorise la prise de décision rapide, des réseaux d'équipes locales avec une définition claire des rôles et responsabilités, une culture qui favorise les équipes en première ligne, et évidemment, dans ce monde technologique, une technologie habilitante. Moi, j'ai appris l'état-major otanien sur ces fauteuils il y a quelques années, et évidemment, c'est tout à fait ces caractéristiques, c'est celles qu'on retrouve dans l'état-major militaire. Et je le dis sans flatterie particulière, et je le dirai dans d'autres cénacles, les organisations d'État qui ont le mieux résisté pendant la pandémie, ce sont quand même les organisations à forte dominante militaire, et notamment la gendarmerie. En particulier, et ce n'est pas simplement le statut de militaire ou l'aspect guerrier de celui qui porte l'uniforme qui porte ça, mais c'est l'organisation même, parce que c'est dans leur ADN, servir quoi qu'il arrive. Et cette résilience, finalement, les entreprises privées de sécurité, mais pas que, qui ont le mieux survécu à la pandémie, ont su les déployer, on en a parlé avec d'autres intervenants tout à l'heure, ont pu les déployer avec efficacité pendant cette crise. Ce qui est important finalement dans une gestion de crise, et notamment dans le secteur de la sécurité privée, c'est qu'on parle bien de gestion de risque, à ne pas confondre avec le transfert de risque. On confond assez souvent le second avec la première. Et pour citer Taleb, qui a été abondamment cité aujourd'hui, lui écrit que seul l'imbécile prend des risques qu'il ne comprend pas, confondant sa chance passée avec des compétences, et l'autre, parce qu'il distingue deux types de gens qui gèrent les risques, l'escroc transfère les risques aux autres. Bon. Après, je vous laisse déterminer dans quelle catégorie il vaut mieux se positionner. Mais l'un dans l'autre, on a besoin, pour faire face aux crises, d'être capable aussi d'avoir une véritable gestion de risque et pas simplement une espèce de situation, notamment dans la sécurité privée, qui est en fait une situation de passe-plat, où je transfère le risque du client vers un prestataire et vers un prestataire, éventuellement vers des sous-traitants en cascade. Pour rester à peu près dans le temps limité qui m'a été donné, juste quelques points de prospective. Donc, premier point, c'est la diversification. Je ne vais pas revenir là-dessus, je crois que j'en ai suffisamment parlé. Il y a aussi un problème important dans la gestion d'une crise majeure ou d'une crise totale dans la sécurité privée, c'est la fongibilité des agents. La fongibilité, parce que si vous spécialisez à outrance vos personnels, vous ne donnez pas une espèce de polyvalence, eh bien, en matière de gestion de crise, vous n'arriverez pas à déplacer les personnels d'un type d'activité vers l'autre. Et moi, je m'inquiète un peu quand je vois qu'en prévision des Jeux Olympiques, on va plutôt vers une hyper-spécialisation avec des CQP encore plus spécialisés qui risquent de nous poser plus de problèmes au lieu d'aller vers une plus grande polyvalence et une plus grande fongibilité. Et hélas, le temps n'étant pas fongible, nous sommes à 1,48 et je t'ai dit à 2 minutes, je t'arrêterai, je t'arrête. Très bien. Et tu pourras répondre à des questions, j'en suis sûr. Parfait, merci. Merci, monsieur le professeur. Nous pouvons prendre 2 questions dans l'Assemblée, si vous voulez. Avez-vous des questions à poser à nos intervenants ? Autrement, on les laisse à votre disposition à la demi-pause. Tout à fait. Comme ça, vous pourrez éventuellement leur poser directement, tout en réglant plusieurs problèmes, cigarettes et toilettes. On se donne rendez-vous dans 10 minutes, vraiment ici même, et comme ça, ça nous permet de retrouver, d'être parfaitement dans le timing de la 3e table ronde. Donc, pause dans 10 minutes dans l'amphi.